Il appelle un chat et tous les politiciens des fripons. Jean-Jacques Perroni. Il est l'humoriste qui donne bonne conscience aux méchants parce qu'il croit avoir trouvé plus teigneux que Bernard Mabille. De ses longues escapades maritimes, il ne lui reste qu'une casquette. Pierre Bellemare. Son talent est unique, mais il a le même coiffeur que PPDA. Jacques Balutin. Il avait fermé le portillon de sa vie privée pour ne plus entendre le crissement du billet de 500 francs. L'euro va lui redonner une jeunesse sexuelle. Jean-Pierre Coff. Et notre invité d'honneur, qui possède au plus haut point l'art de mélanger ses histoires personnelles et l'histoire contemporaine, Jean d'Ormesson. Oui, Jean d'Ormesson, je pensais avec émotion à un enregistrement qui ne date pas d'hier, où vous voisiniez dans cette émission avec Edgar Faure, Maurice Reims et Jean Dutour. C'était les grosses têtes académiques. Oui, je me rappelle très bien. Je me demande si j'avais pas raconté des histoires de paix. Oui, des histoires effrayantes de paix. C'est d'ailleurs une tradition que nous avons souvent reprise en pensant à vous. Mais oui, mais comment jamais, aucun paix n'est jamais livré sans qu'on ait une pensée pour moi. Mais vous avez l'humour volontiers flatulent ? Oh, je crois que je mets l'humour un peu partout, vous savez, alors pourquoi pas au fondement même. Mais peut-être qu'à l'Académie, parfois, on se relâche. Oui, ça arrive aussi. Est-ce que vous pourriez encore écrire un roman qui se déroule en quelques jours dans la France profonde et sans personnage connu ? Oui, on pourrait. Mais enfin, vous ne le faites pas, vous préférez brasser... Vous savez, on peut... Ce qui est bien avec le roman, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de règles. Il y a peut-être des règles, mais on ne sait pas lesquelles. C'est ce qui est difficile dans un roman. Oui, alors j'ajoute que dans Voyez comme on danse, qui est un joli titre, très gai, alors que le livre raconte un enterrement pendant 400 pages, hein, tout se passe pendant l'enterrement. Absolument. Enfin, tout revient durant l'enterrement. Absolument. En un mot, tout se passe en 3 heures au même endroit qui est un cimetière. Et à propos des gens qu'on voit passer devant la tombe, on passe dans le monde entier et dans tout le siècle. Et il y a du beau monde, hein ? Ah, il y a tout. Ah oui. Il y a des crapules aussi. Il y a des crapules aussi. Il y a même Hitler, hein ? Il y a Hitler, il y a la mafia, il y a à peu près tout ce qui a marqué dans le siècle, dans les 3/4 de siècle précédent. L'habit d'académicien permet-il de rester vert plus longtemps ? Bon, vous savez, je me demande si ce n'est pas chez vous. Et je crois que j'étais candidat à l'Académie, que j'avais raconté l'histoire des 2 académiciens qui se rencontrent. Et l'un dit à l'autre, comment va notre confrère Attel ? Et l'autre dit, oh, à moitié gâteux. Et le premier dit, ah, il va mieux. Il y avait une autre version de la même histoire, c'est la question est de savoir si on élit les académiciens parce qu'ils sont gâteux ou s'ils le deviennent parce qu'ils ont été élus. Michel Audiard avait aussi abordé le problème, mais à sa façon, en disant la littérature est un domaine privilégié puisque c'est le seul secteur d'activité où l'on puisse continuer à travailler en étant complètement gâteux. Oui, mais ça, c'est pas entièrement vrai, hein ? Non, comment ? Mais naturellement, c'est pas entièrement vrai. Voyons. Il y a de gâteux à l'Académie que votre serviteur. Tous les autres sont en parfaite forme. Je peux en témoigner. Est-ce que vos rapports avec Dieu s'améliorent ? Il a été très indulgent avec moi et je le lui rends bien. Oui, mais vous n'en êtes pas à la boutade de Jules Renard qui, lorsqu'on lui parlait de Dieu, disait nous nous connaissons, nous nous croisons, nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. J'ai une passion pour Jules Renard, je l'aime beaucoup. Mais moi, j'ai une autre formule, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est d'un rabbin,
qui est ce qu'il y a de plus important, c'est Dieu. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Oui, mais c'est une jolie formule. Moi, je crois que il faut faire semblant de croire à Dieu, même s'il n'existe pas, parce que ça lui fait tellement plaisir que... Hein? Ça fait plaisir à lui et à nous, surtout. Ce que j'aime pas, moi, ce sont les rapports un peu obséquieux que les gens se croient tenus d'avoir avec lui, hein? Mon cher Philippe, si nous nous mettons à parler ici du problème de Dieu, nous en avons pour un petit bout de temps. Et peut-être qu'il vaudrait mieux choisir une autre tribune. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Êtes-vous fier que la piscine de Bernard Pivot porte votre nom? Oui, très fier. Je dois beaucoup à Bernard Pivot, j'aime beaucoup Bernard Pivot, et je suis très triste qu'il ne soit plus là. Et, enfin, il va revenir quand même. Non, mais parce qu'il a, dans sa propriété du Beaujolais, une piscine il a baptisé de votre nom parce que, a-t-il expliqué, il avait pu la faire construire avec les indemnités que vous lui avez versées lorsqu'il est parti du Figaro, dont vous étiez à l'époque le directeur. Mais oui, c'est vrai. Et vous voyez que quand on dit qu'il m'invite tout le temps parce que nous sommes intimes, c'est pas très vrai. Je l'avais mis à la porte du Figaro. J'avais mis à la porte du Figaro 2 personnes, l'une est Jean-Marie Roire, que j'aime beaucoup. Et qui est entré à l'Académie. Et l'autre est Pivot, que j'aime beaucoup aussi, et à qui j'ai... puisque je l'ai mis à la porte, il est devenu illustre et célèbre. Vous lui avez rendu un grand service. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, ce livre qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive trace le personnage d'un héros, et le mot pour une fois est adapté, c'est un vrai héros. Un héros dans la vie militaire, un héros dans la vie sentimentale. Il se prénomme Romain. Alors bon, on a essayé de l'identifier par exemple à Romain Gary parce que il a touché un peu à l'aviation militaire, il a été très proche du général de Gaulle, qu'il a rejoint à Londres, mais il n'y a pas une seule clé, il y a tout un trousseau. Il y a un personnage réel derrière, que j'ai connu, que j'ai aimé et connu. Et s'il entrait ici, je vous assure qu'il vous frapperait. Il y a des personnages comme ça, vous savez, qui traînent tous les gens derrière eux. Les enfants, les femmes, les hommes, les chiens, les chats, tout le monde, il arrivait et tout le monde avait une espèce de sentiment de sympathie. Et les dames aussi, qui l'adoraient. Oh, alors les dames... Il y avait je ne sais combien de veuves à son enterrement. Oui, hein. oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais c'est vrai. Elles n'étaient pas toutes d'ailleurs de la première jeunesse, hein? Oui, il y en avait de tous les âges. Vous dites quelque chose à propos de l'enterrement, vous dites tout le monde aimait Romain, moi aussi j'aimais Romain, c'était la fête à Romain, il était mort, tout le monde l'aimait. C'est la règle, on aime les morts, ils ne vous font plus de mal, ils ne vous font plus d'ombre. Oh ben vous savez bien ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui meurt. Tous les journaux, quand je vais mourir, tous les journaux qui me traitent de sale con, de petit imbécile, me tresseront des lauriers. Je vous donne rendez-vous à cette époque-là, vous verrez. Quand on meurt, tout le monde est toujours très très content. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord, la tradition commence à se perdre quand même. On voit maintenant régulièrement, après la mort des personnes, des biographies monstrueuses sur eux, hein, qui apparaissent. Alors, autrefois, c'était pas le cas. Mais maintenant, vous avez on dit tout sur un acteur de cinéma, par exemple. Je prends un exemple parce que ça m'avait frappé. Monsieur Gary Grant meurt, et un an après, on dit des tas de saloperies dans un bouquin sur Gary Grant. Je veux dire, et ainsi de suite. Bon, on écroule les images volontairement, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout fout le camp. Oui, non, mais c'est vrai. Même ça. Même cette sorte de faux respect qui était dû à la mort n'existe quasiment plus aujourd'hui. Hein. Alors, nous nous souvenons de la vocation culturelle des grosses têtes et pour vous proposer d'identifier cette citation envoyée par Monsieur Rabot de Bordeaux, qui a dit « L'homme peut supporter des tremblements de terre, des épidémies, des maladies horribles. Il peut endurer tous les tourments de l'âme, mais la tragédie la plus terrible qui puisse s'abattre sur lui est celle de la chambre à coucher. »
Jean d'Ormesson. C'est bien. Non, mais un grand romancier aussi. Académicien? Non. Décédé? Oui. Après avoir fait d'ailleurs beaucoup d'enfants. Hervé Bazin. Non. Avant ça? Oui, c'est avant Hervé Bazin, et je peux vous dire qu'il n'est pas de chez nous, mais ça l'empêche pas d'être un grand romancier. Dostoïevski? Non, mais on se rappelle... Tolstoï. Tolstoï. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale, mais aussi de Jean d'Ormesson. Il y avait un type comme ça au début du siècle, je crois que c'était Bonite Castellane, qui avait épousé une dame très riche. Et américaine. Et américaine, et dont il n'était pas fou. Et quand il faisait visiter sa maison, vous connaissez l'histoire, et quand il arrivait à la chambre à coucher, il disait « Et maintenant, la chapelle expiatoire ». Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps et les grosses têtes du 21 septembre 2001. Les sociétaires étaient Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jacques Balutin et Jean-Pierre Coff. Et puis Philippe Bouvard avait également invité Jean d'Ormesson. La population française vieillit. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a un certain âge. C'est amusant parce que moi aussi. Oui. Et elle se concentre vers le sud. Et vous aussi. Et moi aussi. Hein? Oui. Mais je vous dis, je suis le Français type. Je vieillis comme la population. Je me concentre vers le sud comme la population. Ce qui est un petit peu normal parce que on va vers le soleil, la chaleur. Oui. Il n'y a personne qui va en Auvergne. Ça se rapproche du sud, là-bas aussi. Mais ce vieillissement de la population et cet exode vers le sud ne constituent pas des phénomènes entièrement nouveaux, puisqu'on vient de retrouver dans les Pyrénées-Orientales les mandibules d'une dame qui vivait il y a 450 000 ans. C'était la mère de François Bayrou. Totavel. Vous vous rendez compte, 450 000 ans. Oui, c'est bien. C'est ce qu'on appelle les anciennes familles. Des très anciennes. Les vieilles familles. Oui. Plus ancienne que la vôtre encore. Oui. Mais elle avait des problèmes De respiration. Non. Non, de ratif. On a retrouvé son dentier ou pas? Bah oui. On a retrouvé des mâchoires où il n'y avait plus grand-chose. Elle avait tort parce qu'elle avait peur de disparaître. Eh bien, vous voyez, non. Une spectatrice de moins pour Sevran. C'est vrai que l'hospice a rouvert ses portes à France 2. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a un vieillard vietnamien, mais un contemporain, il vit toujours, qui se refait des dents de lait à 95 ans. Ah bah, c'est étonnant, ça hein. c'est le rouleau de printemps. Ça. Oui. Dites donc, on prend les nems et on recommence. Bon, vous êtes, Jean d'Ormesson, soucieux de votre apparence physique, qui d'ailleurs est très, très satisfaisante à l'œil nu. Gentil. Oui, par exemple, je me suis laissé dire que vous demandiez que les photos qui figurent en exergue de vos chroniques soient changées et qu'on prenne les plus avenantes. Vous avez un regard là-dessus. Écoutez, je crois que il y avait des photos de moi qui faisaient peur de temps en temps. Alors je voulais pas que ça éloigne quand même les lecteurs. Et puis il y en avait une autre. Ce n'était pas une question d'avenante, mais il y en avait une autre où je crois que c'était au moment de la guerre du Golfe. Vous voyez, ça pourrait marcher maintenant aussi. Où j'étais absolument hilar. Alors j'annonçais des catastrophes, des morts, etc. Et puis on voyait ma photo rigolard, comme ça. Alors il fallait un peu de cohérence, peut-être, n'est-ce pas? Alors à propos de rigolade, je pense que vous appréciez Jean-Yann, qui est un de nos sociétaires, provisoirement éloigné. Et nous avons maintenant une coutume, à l'enseigne de Arrêt-sur-Son, nous repassons, entre guillemets, des petits enregistrements qui ont provoqué, à l'époque, une douce hilarité. Et alors, vous allez l'entendre, là, Jean-Yann ne rate pas la correspondance lorsque il réécrit une lettre aux Corinthiens. Bien, cher frère,
J'étais venu ici dans l'intention de vous lire une lettre de Saint Paul adressée aux Corinthiens. Mais le temps me faisant défaut, je ne pourrai pas vous lire toute la lettre adressée par Saint Paul aux Corinthiens, et je me contenterai de vous lire la fin de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Veuillez agréer, chers Corinthiens, l'expression de mes considérations distinguées. Ça, c'est l'humour si particulier et irrésistible de notre ami Jean-Yann. Il y a dans les magazines en ce moment des articles au terme desquels on s'aperçoit que il y a de plus en plus d'instituts de beauté pour hommes et que les hommes sont de plus en plus clients de ces officines. Vous-même, vous avez un institut où vous êtes habitué? Alors, je jure que non. Non. Je ne vais pas dans les officines. Il n'y a pas de quoi. Mais Jean, vous êtes un peu naturiste, par contre. Naturiste? Un peu. Ah oui, oui, oui. Alors, je me souviens d'une vieille tour à Saint-Florent, où j'étais au mouillage, et vous aussi, d'ailleurs, avec Maurice Reims. Je me baigne tout nu. Et vous étiez dans le plus simple appareil. Je me baigne tout nu. Oui, comme le président de la République. Oui. Ah ben non, il se baigne même pas, lui, il est sur le balcon. Mais c'est curieux, je suis moins photographié que lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apparition du chef de l'État dans le plus simple appareil? Bon, le plus grand bien, pourquoi il se promènerait pas tout nu, cet homme? Mais là, il se promène pas, il est sur son balcon. Oui, il prend le frais. Vous savez, moi, je suis tout nu ailleurs que sur mon balcon, hein. Pas à l'Académie. Non. Enfin. Chiche. Non, mais il y a des moments où vous aspirez à ce retour à la nature et au suprême dépouillement. Alors, écoutez, je crois d'abord que je n'ai pas mis de souliers depuis 4 mois. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à en remettre. Beaucoup de mal. En juillet ou septembre, j'ai pas mis de souliers. Je me suis beaucoup promené tout nu, oui, sûrement, oui. Mais sans affectation. Sans crainte non plus. Mais je ne vais pas dans les... Non, je vais de temps en temps chez le coiffeur, j'ai le droit, ça, non? Oui, oui, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a des onguents, il y a des crèmes. Pas d'onguents, pas de crème. Le nettoyage du visage, Monsieur Coff. Non. Vous avez dû procéder déjà à ça. Un nettoyage de peau. Il en a fait une gueule à se nettoyer le visage, c'est vrai, oui. Ah oui, vous allez nous le fâcher. Je pas aperçu encore. Suivi d'un petit massage revigorant. Ah, des massages revigorants, ça, on m'en fait quelquefois. Mais, mais pas dans des officines, figurez-vous. Vous les faites faire chez vous? Mais chez moi ou ailleurs. Ah non, mais moi je me fais faire des massages chez moi. Je me rends quelquefois à domicile. Ah, vous vous rendez à domicile? Mais c'est vous qui massez, là. Ah, parce que vous livrez en ville? Oui, je livre en ville, oui. Quant à s'occuper de mon visage, je me lave plutôt le derrière du visage. Pourquoi vous vous en servez? Je souhaite répondre à cette question. Je n'y verrai aucune objection, mais personnellement, non. Nous sommes restés très simples. Nous formons à nous, avec nos petites obsessions pipi-caca, ce que vous avez connu en son temps sous la rubrique de l'Université des Annales. Ah, c'est très bien, c'est une chaîne, en somme. Alors, on pose la question à propos de véritables enquêtes sur les mœurs contemporaines, de savoir s'il faut se tutoyer. Se tutoyer dans les entreprises, notamment. Vous vous tutoyez beaucoup à l'Académie? Oui, on se tutoie, oui. Oui. Oui, moi je tutoie assez facilement. Mais quand c'est quelqu'un de très âgé, de... Alors là, je tutoie automatiquement. Ah, oui. Automatiquement. Oui, de toute façon, il s'en fout, il n'entend plus. D'ailleurs, moi non plus, alors. On dit aussi que dans la rue aujourd'hui, le dialogue est parfois surprenant, puisque... Ouais, donne-moi ton portable. Là, il tutoie, voyez. Vous savez, il y a un texte de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe sur ce problème. Il raconte que quand il rentre à Paris pendant la Terreur, il voit sur une porte d'un magasin, ici, on se tutoie et on se traite de citoyen.
fermez la porte, s'il vous plaît. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.